Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième fiche d'histoire des relations internationales consacrée donc cette semaine au système des relations internationales 1920-1939, deuxième partie, les années 30. Alors on l'a déjà vu en premier abord, hein, ce qui caractérise hein, ces fameuses années 30, c'est tout d'abord une radicalisation des régimes politiques et surtout avec deux cas emblématiques, hein, les deux totalitarismes qui vont venir s'ajouter au totalitarisme communiste qui s'est installé au début de l'après-Première Guerre mondiale, hein, rappelez-vous, 1919-1920, hein, conséquence de la révolution bolchevique de 1917, eh bien c'est le totalitarisme italien, hein, qui s'installe, qui est le fascisme dirigé par Mussolini, hein, régime fasciste, et ensuite le régime nazi qui, à partir de 1933, va s'installer en Allemagne. Alors, fascisme et nazisme, construction de deux systèmes. En effet, le fascisme s'installe dès 1922 hein, avec Mussolini. Il y a une organisation des syndicats en corporation, un enrôlement de la jeunesse, une propagande officielle, le tout associé à une police politique, hein, bien sûr, et un contrôle de la presse, un parti unique. L'émergence du fascisme italien va provoquer la seconde grande crise internationale qui va avoir lieu après celle de la Ruhr en 1923, hein, que nous avions vu déjà ensemble, et qui sera marquée par l'invasion de l'Éthiopie, on y reviendra. Hein. Effectivement, Mussolini est en train de reforger une armée et ce qu'il pensait être une nouvelle puissance italienne, eh bien, va vouloir doter sa nouvelle puissance bien sûr, un empire colonial. Il va commencer donc par tenter de s'emparer de l'Éthiopie, ce petit pays de l'Afrique de l'Est, hein, qui ne demandait rien à personne. Hein, c'est une totale guerre d'agression, ça va provoquer une crise internationale, et on le sait après, il va s'intéresser également en ce qui concerne la Libye. Hein. La Libye qui déjà dès 1911 avait commencé à vivre un processus de colonisation de la part de l'Italie. Avec Mussolini, ça ne va aller qu'en se développant. Donc ce régime fasciste italien est décalqué, si je puis dire, sur le système vraiment du totalitarisme, le parti-État, l'abandon de toutes les libertés fondamentales, et puis surtout un côté militariste agressif qui fait que, eh bien, progressivement, ce régime fasciste italien va se rapprocher considérablement du régime hitlérien, hein, comme nous allons le voir dans un instant. Alors, à l'origine aussi de ce qui a nourri ce fascisme italien, il n'y a que l'Italie n'a pas obtenu finalement énormément de choses des résultats des traités de paix de l'après-Première Guerre mondiale. Et puis, surtout, elle veut des compensations coloniales qu'elle espérait. Malheureusement, cela n'a pas lieu. Le 5 décembre 1934, à partir de cette date, l'Italie va considérablement se rapprocher, à partir de cette date, de Hitler. Le 2 octobre 1935, c'est donc l'invasion de l'Éthiopie, hein, viol de toutes les conventions internationales avec l'emploi des gaz, hein, notamment. On aura l'occasion d'y revenir. Hein. Et puis, donc, cela entraînera le 5 mars 1936 la capitulation de ce petit État éthiopien. Les chiffres, hein, de cette invasion de l'Éthiopie par l'Italie sont effrayants. 280 000 morts côté éthiopien, 4 000 seulement du côté de l'Italie. Il s'agira là, deuxième crise après 1923, celle de 23, la Ruhr, on l'avait réglée. Celle-là, on ne l'a pas vraiment réglée, on a laissé l'Italie faire. Hein. Et le résultat, c'est que c'est une défaite de ce qu'on appellera la notion de sécurité collective. Autre totalitarisme qui s'installe, 30 janvier 1933, il s'agit du nazisme.
nazisme, donc arrivé au pouvoir légalement, je vous le rappelle, au terme des élections donc législatives allemandes, hein, de Hitler et de son parti nazi, qui ne cessait depuis déjà pas mal de temps de réclamer le pouvoir. Il s'agit avant tout d'une idéologie raciste, hein, qui valorise par-dessus tout le germain, à qui les autres peuples doivent se soumettre, hein, pour lui donner un espace vital, un Lebensraum. Le parti nazi est central dans l'État allemand, les fonctionnaires de l'État en sont pour la plupart des membres. La police politique, c'est la Gestapo, hein, Gestapo dont on connaît la terrible efficacité. Il y a un ministère de la propagande, chargé évidemment de tout bien mettre en place. Et au centre de tout cela se trouve le Führer, hein, et si je puis dire le Führerprinzip, hein, ce principe comme quoi le Führer a parfaitement raison. Et qu'est-ce qui va se produire, hein, si vous voulez, cette conjonction entre l'Italie, hein, et l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, eh bien c'est que on va avoir réapparaître finalement au cœur de l'Europe, hein, un bloc totalement contestataire du traité de Versailles, des traités de paix, et qui ne va n'avoir de cesse que de détruire petit morceau par petit morceau ces fameux traités. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on a laissé faire Hitler et Mussolini? Comment cela se fait-il? Où est la fermeté d'un Poincaré en 1923? Où est-ce que tout cela se trouve? Eh bien, tout simplement, et je vous l'avais évoqué déjà la dernière fois, c'est que cette génération, hein, d'hommes politiques qui avaient fait appliquer les traités de paix au début des années 30 n'est plus là, hein. Aristide Briand meurt en 1932, Georges Clemenceau en 1929. Puis, autre facteur, hein, il y en a encore deux autres, hein. Le premier facteur, donc, manque, disparition de la génération de l'après-guerre, les Occidentaux. Deuxième facteur, c'est la division des Occidentaux sur l'attitude à tenir, hein, notamment face à Hitler. La Grande-Bretagne prône le non-interventionnisme, hein, alors qu'en France, progressivement, et on le verra dans les séances qui suivent avec Daladier et la crise de Munich en 1938, eh bien, ce fameux Premier ministre français, Édouard Daladier, va lui prôner tout simplement une intervention militaire afin de mettre un terme, hein, à ces conquêtes de Hitler, hein. Donc, la France, elle aussi, va tenter de resserrer ses liens avec la petite entente, dont on a parlé la dernière fois, hein, cette fameuse alliance privilégiée, militaire souvent, hein, avec des pays d'Europe centrale et des Balkans. Mais troisième facteur, mais n'est-il pas trop tard, hein, hélas, en le constatant, bah, c'est que, effectivement, France et Grande-Bretagne, hein, se retrouvent confrontés à de tels problèmes intérieurs suite à la crise économique de 1929 que, évidemment, les préoccupations extérieures, hein, sont bien moindres. 1936, c'est aussi l'année en France, hein, rappelez-vous, où s'installera le Front populaire, hein. Intéressant de voir qu'en 1936 s'installe le gouvernement de Front populaire en Espagne, un autre en France. Une stratégie des fronts populaires semble apparaître, ce qui commence à faire peur, évidemment, aux chancelleries occidentales, rappelez-vous, parce que tout simplement, ce que l'on se dit, c'est que ces radicaux socialistes vont faire, hein, finalement, le jeu, hein, de l'Allemagne, hein, dans tout cela, hein, pour reprendre ce qu'elle estimait avoir été perdu, hein, avec les traités de paix. Alors, face à ce vide, bah, Hitler va évidemment commencer un certain nombre de coups, hein. On va aller jusqu'à 1938 dans cette fiche, hein, mais sachez que le dernier cours sur cette période, hein, que nous aurons la semaine prochaine, portera sur les dernières crises des années 30. Hein, donc on verra essentiellement en détail Munich, hein, et la crise de Danzig, hein, ces crises qui, effectivement, mèneront l'Europe dans l'abîme. On pouvait encore, peut-être, en 1935, comment dire, obtenir de l'Allemagne un reflux de tout cela. Mais Hitler est inflexible, il sait ce qu'il a devant lui, ses services de renseignement l'ont bien informé, et donc il va commencer par détruire morceau par morceau ce traité de Versailles. Et donc dans cette petite fiche, si vous voulez, en voici rapidement le décompte. En mai 1935, Hitler remplace l'ancienne Reichswehr, hein,
de Wehrmacht, donc créer de Weimar, pour créer une véritable Wehrmacht. Il s'agit vraiment de passer d'une armée embryonnaire, une armée d'opérette, si je puis dire, hein, à revenir évidemment à des structures plus agressives, hein, et surtout un outil d'M35, hein, nettoyage entre guillemets de l'état-major, hein, et on forme des généraux, on va préparer une arme de guerre. Hein. On ne s'y trompe pas, on est en mai 35. Hein, et déjà, on sait que ce qui se passe en Allemagne est grave pour l'avenir. 7 mars 1936, Hitler, cette fois-ci, viole une clause qui était pourtant si importante auprès des Français, hein, c'est-à-dire que la rive gauche démilitarisée du Rhin, la Rhénanie, est tout simplement réoccupée par l'armée allemande. Hein. Et ça, c'est un grand symbole, puisque c'était si important pour le système de Clémenceau. Hein. Ben non, le 7 mars 1936, les plénipotentiaires allemands arrivent, hein, en effet, à obtenir cette concession. À l'automne 1936, alors là c'est beaucoup plus grave, cette fois-ci le pacte, un pacte qui s'appellera l'Axe Rome-Berlin, est signé, hein, entre l'Allemagne et l'Italie fasciste. On a cette fois-ci déjà deux des principaux protagonistes, hein, de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui se retrouvent là. Novembre 1936, eh bien, c'est le pacte anti-Comintern, hein, dirigé, comme son nom l'indique, contre l'URSS et le communisme. Il faut savoir que être anticommuniste dans les États de cette époque-là je veux dire, était quelque chose d'extrêmement important. Hein. Donc pacte anti-Comintern, hein, des protagonistes, l'Italie et l'Allemagne surtout vont le signer, ainsi que le Japon un peu plus tard. Hein. Le décor, hein, de ce que sera la Deuxième Guerre mondiale dès la fin de l'année 36 quand même, c'est-à-dire pratiquement, même sûrement, 3 ans avant, hein, le début de la Deuxième Guerre mondiale, le décor agressif est déjà planté. 13 mars 1938, Hitler, cette fois-ci, ne se sentant plus de joie, si je puis dire, eh bien, va donc annexer l'Autriche, fera un plébiscite, 97% d'Autrichiens ratifieront cette Anschluss, interdite pourtant, rappelez-vous, par le traité de Saint-Germain. Et puis en septembre 1938, et on arrêtera là, en tout cas à l'Est, sur ce qui se passe, c'est évidemment la crise dite des Sudètes de Tchécoslovaquie. Rappelez-vous, cette fameuse minorité allemande située tout autour, hein, de la frontière de la Bohème-Moravie, hein, ce morceau de la Tchécoslovaquie. Eh bien, tout cela sera liquidé au terme d'une crise internationale, encore une, que Hitler va provoquer en septembre 1938. Hein. La crise dite des Sudètes, nous y reviendrons. Ça se terminera, comme vous vous en doutez, par l'invasion, ni plus ni moins, et la liquidation de l'existence même de la Tchécoslovaquie, pourtant qui était une des clés de voûte, hein, rappelez-vous, une des clés de voûte du système de la petite entente, hein, que les Occidentaux avaient activé dès le début des années 20. Puis ces crises, vous le savez, crises internationales, bien sûr, ont lieu aussi à l'Ouest. Hein. Elles ont lieu d'autant plus à l'Ouest que cette fois-ci, il s'agit de la guerre civile d'Espagne, hein, de juillet 1936 à avril 1939. Donc d'une manière, si vous voulez, simplifiée, et il ne faut pas oublier, hein, c'est que la monarchie ayant été abolie, une période de république se met en place en Espagne, et des éléments de l'armée souhaiteraient évidemment que ce soit une monarchie constitutionnelle, et donc va éclater de juillet 1936 à avril 1939 entre l'armée dirigée par le général Franco, hein, et qui va partir du sud du pays, et les républicains espagnols du gouvernement républicain de Front Populaire pourtant en place en France avec
Léon Blum, à la même époque, eh bien, ces fameux républicains espagnols appelleront à l'aide, bien sûr, hein, dans ce début de guerre civile espagnole, qu'il faut retenir, fera près de 500 000 morts, et où seront testées les armes de la Deuxième Guerre mondiale, notamment par l'Italie et l'Allemagne nazie, qui, comme vous vous en doutez, soutiendront le côté du général Franco, et donc des militaires anti-communistes, espagnols. Ainsi donc, c'est la fin de la monarchie qui est proclamée en 1931, la création de cette deuxième république espagnole, et dès février 36, eh bien, les mutineries, les exécutions, les révoltes dans le pays se multiplient, évidemment, contre cette tentative de front populaire, en tout cas en Espagne. Alors, le 20 juillet 36, le général Franco appelle à l'aide internationale pour son gouvernement, hein, surtout pour mener cette guerre civile. Il recevra de l'aide, comme vous le savez, de l'Italie et de l'Allemagne fasciste. Hein, on oublie toujours de désigner l'Espagne pendant toute cette période, mais évidemment, ce sera là aussi un régime de type fasciste qui s'installera à Madrid à la fin de cette guerre civile en 1939. Hein. Donc, le 20 juillet 36, c'est l'appel à l'aide militaire internationale du nouveau gouvernement. Le 25 juillet 36, les forces anti-Front populaire commencent la reconquête du pays par le sud. Donc, deux camps se dessinent, hein, une aide en sous-main des Occidentaux pour la constitution des brigades internationales. Brigades internationales, ben, c'est bien tout ce qu'obtiendra du gouvernement de Front populaire de Léon Blum comme aide de la part de la France. Hein. Ce sont des brigades, en fait, donc de volontaires qui vont aller se battre hein, aux côtés des républicains espagnols, qui sont, si je puis dire, de plus en plus mal en point, car bien sûr cette armée guidée notamment par les puissances militaires allemandes et italiennes, vous voyez le tableau, hein, que cette armée, bien sûr, sera évidemment quasi invincible et va, au prix de massacres parfois épouvantables, hein, reconquérir toute l'Espagne. L'URSS va apporter quand même une aide populaire, une aide financière au gouvernement de Front populaire, et les franquistes donc sont aidés massivement par l'Allemagne et l'Italie. Franco va remporter ce conflit en 79, il va donc rétablir la monarchie, ce sera une monarchie de type constitutionnel avec le régime d'un chef, hein, un régime extrêmement autoritaire que celui de Franco. Il meurt extrêmement tard, c'est le dernier de ces dirigeants de ce type à mourir, le 20 novembre 75, hein, au bout de 36 ans et demi de pouvoir. C'est une des raisons qui poussera Staline, déçu par la faiblesse occidentale, là aussi, à se rapprocher de manière pragmatique de l'Allemagne. Donc voilà, rapidement, d'un petit coup d'aile, ce que ces années 30 hein, peuvent nous apporter au travers de cette fiche résumée. La semaine suivante, nous examinerons ensemble les dernières crises des années 30, les mécanismes des deux dernières grandes crises, qui sont la crise de Munich des Sudètes hein, et celle évidemment, comme vous le savez, de Danzig, hein, concernant les minorités allemandes. Hein, et nous aborderons évidemment la Deuxième Guerre mondiale, qui va elle aussi bouleverser beaucoup de choses. Je vous invite donc à liker, comme on fait ce petit signe habituel, cette chaîne, cet épisode numéro 4 en relations internationales si cela vous a intéressé. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, je m'abonne en retour à la chaîne de celles et ceux qui souhaitent s'abonner. Merci pour votre intérêt, vos commentaires. Cela m'encourage bien sûr à continuer de produire ces fiches de cours vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la fiche suivante. Merci.